Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô? Bon matin. Yasmine, j'ai eu une pensée pour toi en fin de semaine lorsque la terre a tremblé au Maroc, là, magnitude 6,8, au-delà de 2000 morts. Raconte-nous comment tu as vécu ça. Est-ce que ta famille est correcte? Toute la famille est correcte, évidemment. Moi, on était en rassemblement au souper chez ma sœur avec mes parents et mon père nous dit tout bonnement autour de 18 heures, il y a eu une petite secousse au Maroc. Et moi, évidemment, je prends mon téléphone, je google ça, j'ai dit non, 6,8. Et là, tout le monde se met sur le téléphone. Les parents, on appelle les parents, les grands-parents, on appelle la belle famille. Ils l'ont tous senti, mais personne n'a évidemment été victime ni physiquement ni dans des dégâts matériels, ce qui n'est évidemment pas le cas de plusieurs milliers de Marocains aujourd'hui. Ouais. Marc-André? C'est terrible, c'est sûr. Puis tu sais, j'ai tout de suite texté, Yasmine pour voir si ta famille était correcte. Puis c'est là, c'est un sentiment d'impuissance qu'on a tous quand ça arrive. Surtout quand tu sais, t'as de la famille qui est là-bas. C'est ce sentiment-là d'impuissance que t'as tout le temps quand ça arrive. Tu peux pas rien faire. Puis là, il y a plusieurs organismes qui ramassent des dons, tout ça, mais c'est dur à voir. Puis là, tu dis comment ces gens-là peuvent se reconstruire, hein, puis ça va prendre beaucoup de résilience là, pour ces gens-là. Oui, c'est clair. En fin de semaine, ça a été un sujet qui a été au cœur de l'actualité, le fameux congrès conservateur. Ça se passait à Québec. Marc-André, tu y étais. On avait beaucoup d'attentes envers le discours de Pierre Poilievre. Hein? Certains parlaient même du discours le plus important de sa carrière politique. Est-ce que, selon toi, c'est mission accomplie? Est-ce qu'il est premier ministrable? Ben, c'est sûr que si on regarde les objectifs de M. Poilievre, avec la façon que le fin de semaine s'est déroulé, il peut dire mission accomplie. Je pense que M. Poilievre, tu quittes Québec, il n'y a pas de gros problème suite au congrès, parce que quand tu mets dans les sondages comme ça, ben c'est sûr que ça aide quand les délégués arrivent à Québec le jeudi, mais également tu veux pas que ton week-end te fasse perdre des plumes, là. Fait que je pense pas que M. Poilievre part de Québec en perdant des plumes. J'ai participé à beaucoup de congrès du Parti conservateur. C'était la première fois que j'étais pas là comme employé politique. J'étais vraiment là pour comme membre des médias. Entre nous, Alexandre, c'est un congrès qui est un peu plate, là. Habituellement, il se passe quelque chose. En 2018, Maxime Bernier avait démissionné la veille du congrès. Habituellement, il y a des résolutions qui déchirent les membres. Là, hier, samedi plutôt, en après-midi, sur l'énoncé des politiques, sur 30 résolutions, il y en a 29 qui ont été adoptées, là, puis du 98%, puis du 97%. Fait qu'on était vraiment loin là, des mélodrames. Là. Yasmine? Moi, j'ai écouté le discours. Est-ce que la mission est accomplie dans le sens où il n'a pas créé disons, un nouveau problème là, ou un nouvel enjeu, qu'il soit médiatique ou d'un point de vue communicationnel stratégique? Absolument. Mais bien que le fond du discours soit très intéressant, il va aller rejoindre beaucoup de monde avec ça. Il parle du coût de la vie, il s'attaque à Blanchet, il s'attaque à Trudeau, il s'attaque à très peu, mais quand même à Singh. Non, ce n'est pas un grand tribun, là. On s'en rend compte, là. On a beau enlever la cravate, puis enlever les lunettes, puis être plus cool. C'est pas la personne qui va soulever les foules, là, puis nous donner, soulever les foules. Là. On n'a pas vu beaucoup de passion dans cette salle-là. Le monde se lever. Applaudissait gentiment, mais on n'était pas c'était pas une star de rock and roll non plus là. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que il parle aux Canadiens moyens là. Il est pas dans les grandes stratégies de relations internationales, de défense, de Y. Il est vraiment collé à la réalité du Canadien moyen, et ça risque d'être payant. Ouais, mais c'est son filon. Intéressant. Oui, mais je trouve ça super intéressant que Yasmine, ce que tu viens de dire, parce que clairement, quand je suis sorti, j'étais dans la salle, là. Quand je suis sorti du discours, moi, 65 minutes, je trouve ça tout le temps interminable, là. Mais deux, il n'a pas écrit ce discours-là pour les gens qui étaient dans la salle.
Ben non. Il a écrit ce discours-là pour les gens qui étaient à la maison. Puis d'un autre côté, parce que il y a quand même une capacité habituellement, M. Poilievre, de faire soulever les foules. Il aurait pu leur donner là, de la viande, là. Pour vraiment alimenter, puis s'il avait dit on coupe CBC, le plafond du centre des congrès aurait explosé. Il l'a pas fait. Il n'a pas parlé du gouverneur de la Banque du Canada. Il y a certains éléments qu'il n'a pas touchés. Il aurait pu faire beaucoup plus soulever la foule, mais il a voulu se présenter là, un peu moins agressif, son ton un peu moins abrasif. Ça paraît. Et vraiment, tu voyais que c'était pour les gens qui allaient revoir un 30 secondes de clip au TVA 22h. Là. C'est vraiment, c'était ça pensait beaucoup plus que les 3000 personnes qui étaient là puis qui votent déjà pour lui. Là. Ouais, puis il était bien souriant, là. Oui, non, c'est vrai qu'il était souriant, mais tu sais, l'accès à la propriété, l'inflation, c'est un thème payant, c'est un thème grand public. Pierre Poilievre le sait, ça marche. Il a même cité du Mésailleux, un peu plus, puis il chantait des générations, là, il l'a cité, mais il manquait juste un petit beat, puis... Ouais, mais il essaie d'être cool, c'est ça, tu sais. Puis il parle, il veut parler au monde, il veut parler au Québec, puis je trouvais ça très habile, la manière avec laquelle il a installé le Québec dans ce discours-là, en le disant en anglais au reste du Canada. Oui, il faut arrêter de convaincre. Il faut s'inspirer du Québec qui est pas gêné de défendre sa culture puis sa langue. Il faut qu'on fasse pareil aussi. C'est la bonne manière de faire. Ça, là, ça résonne au Québec plus que n'importe quel autre débat sur lequel il va s'inscrire, genre GNL Québec. Là, c'est pas comme ça qu'il va aller rejoindre le monde de tout le Québec. Au-delà de ça, la loi 21, là, moi, je pense que ça va pas lui nuire au Québec, sa position. Parce que les Canadiens, là, ben oui, les Québécois ont quand même voté pour le Parti libéral du Canada au Québec, qui est ouvertement anti-loi 21. C'est le Parti libéral du Canada qui a le plus de sièges au Québec, c'est pas le Bloc. Il a quand même été et exprimé ouvertement son opposition à la loi 21. Fait que moi, ceux qui disent que, ça risque de le toucher ou de lui nuire, les Québécois font la part des choses. Ils savent que la loi 21, c'est une loi québécoise, puis on va en parler au Québec. Au fédéral, on a d'autres chats fouettés que de bouter notre vote sur cet enjeu-là. Ben, ce qui est intéressant par rapport au Québec, M. Poilievre, puis sa conjointe, là, sa femme le fait également très bien fait parce que, immigrante du Venezuela, elle a grandi à Pointe-aux-Trembles. C'est les référents qu'ils ont été capables de placer dans la soirée par rapport au Québec. Parce que quand tu travailles avec un chef anglophone, tu essaies tout le temps de trouver une façon, une histoire. Es-tu déjà allé au Château-Frontenac? Es-tu déjà allé voir les expos pour ramener un peu du Québec dans son discours? Tandis que quand Anaïda Poilievre parle de Ouattatata, elle l'écoutait, là. Fait que, ça marche bien, là. Fait que ça, durant la soirée, ça a quand même bien fonctionné. Puis, l'angle nouveau par rapport au Québec pour M. Poilievre, c'est pas juste de dire, regardez, sur les enjeux, on va essayer d'être nationaliste, puis tu peux pas vraiment être plus nationaliste que le Bloc québécois, mais c'est de dire, tu sais, ma conjointe, ma femme, elle vient du Québec. On est comme vous autres un peu, là. On vient d'ici. Et ça, c'est la première fois pour les conservateurs, depuis Mulroney, qu'on est capable de faire ça. Pierre Poilievre, il n'est pas né au Québec, mais par le truchement de sa femme, il est capable de placer ce narratif-là. Ouais, mais Marc-André, tu sais, toi qui as été, puis Yasmine aussi, tous les deux, vous avez été là dans les coulisses parmi les stratégies politiques. C'est une chose, là, quand tu gardes le contrôle sur le message, tu t'exprimes sur les réseaux sociaux, tu fais des discours. Mais encore faut-il, à un moment donné, que Pierre Poilievre fasse face à la musique, accorde des entrevues, réponde aux questions des journalistes. Est-ce que ce sera ça peut-être un défi, à un moment donné, pour lui? Parce que là, ça va bien. Là, il y a le vent dans les voiles, il monte dans les sondages, il contrôle beaucoup le message sur les réseaux sociaux et dans ses discours. Mais à un moment donné, s'il veut devenir premier ministre, il faut qu'il réponde aux questions. Oui, mais chaque chose a son temps. D'un point de vue stratégique, là, moi, si j'étais sa conseillère, il est où dans les sondages? Une entrevue médiatique représente un risque. Tu contrôles pas les questions. Tu veux pas avoir une mauvaise réponse qui va commencer à marquer la chute dans tes intentions de vote. Il faut que tu contrôles le message, tu contrôles à quel moment tu t'exposes. Une entrevue, là, c'est un énorme risque de dérapage du message. Alors, pour le moment, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'élection, il y a rien qui se passe encore sur la scène politique qui justifie qu'un Pierre Poilievre ait à s'exposer à ce risque-là.
Évidemment, en période électorale, il ne pourra pas se cacher bien longtemps des entrevues médiatiques, puis il va devoir faire une longue tournée auprès de toutes les tables éditoriales et auprès de tous les médias et faire face aux questions pointues et qui sortent du slogan « le gros bon sens » des journalistes, parce que c'est vrai qu'il y a bien des questions auxquelles Pierre Poilievre ne répond pas, notamment sur comment il va équilibrer les finances publiques. Marc-André. Ben, clairement, il a fait c'est ça, c'est un choix, c'est une stratégie. Mercredi, il a fait un point de presse à Québec. Après ça, il a décidé de pas faire de point de presse après le congrès. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu regardes ça, puis nous qui est du côté médiatique, tu dis, bon, il devrait répondre aux questions. Je suis d'accord, Yasmine, un jour ou l'autre, il va y répondre. Mais quand tu l'organises, là, un congrès politique, là, ça coûte des milliers de dollars. Là. Et là, l'équipe de M. Poilievre, eux, ils ont pris des vidéos. Puis il va y avoir des montages sur chacune des portions de son discours. Est-ce que tu veux que ce soit ça l'impression qui reste aux gens ou après ça, une réponse mal ficelée à une question très pointue? C'est le risque que tu prends toujours. Puis ça, là-dessus, monsieur Poilievre, là, est pas juste conservateur dans l'âme, mais conservateur dans sa stratégie par rapport aux médias. Là. Ouais. Bon, il n'y avait pas juste les conservateurs qui étaient réunis, les jeunes caquistes aussi. Puis on place vraiment la crise climatique comme la priorité. Dis-moi, Marc-André, est-ce qu'ultimement, ils vont pouvoir avoir une influence sur François Legault et sur la CAQ, qui a été très critiqué, entre autres, là-dessus? Là? Oui, puis même M. Legault, qui s'adressait à eux, puis il leur a dit, ben là, il y a d'autres enjeux, là, le français, l'économie et tout ça. C'est que M. Legault réussit. En 2018, M. Legault, il n'y avait rien dans sa plateforme là, pour les changements climatiques, tout ça. Il a réussi à se trouver un narratif avec la filière batterie. Et là, tout passe par la transition énergétique. Mais est-ce que tout ce qu'on fait en termes de transition énergétique, tout ça, c'est parfait, mais est-ce que vraiment ça va faire en sorte de baisser les GES? Là-dessus, c'est rare qu'ils nous en parlent. Ils ont une cible, le Québec, mais c'est rare qu'ils nous en parlent, qu'ils font des longs discours là-dessus. Est-ce que la relève caquiste a vraiment une influence? J'ai pas l'impression non plus que c'est comme les belles années là, de l'aile jeunesse au Parti libéral du Québec où tu sentais qu'il y avait une influence. Là. La CAQ, c'est pas un parti qui a une vie partisane extrêmement développée. Là. C'est le chef qui choisit les candidats. Oui, tu as des gens qui s'impliquent dans les différentes circonscriptions, mais t'as pas des associations que tu sens que c'est extrêmement fort. Quand tu vas à un congrès de la CAQ, il y a beaucoup d'employés politiques. Fait que je suis pas certain, malheureusement, pour les jeunes caquistes là, qui vont faire changer là-dessus le narratif du gouvernement du Québec. Yasmine? Oui, mais ça peut contribuer à dire que la CAQ est un parti où il y a des personnes qui ont une vision environnementale. Ouais. Tu sais, François Legault, sans nécessairement avoir à choisir les propositions de la commission jeunesse de la CAQ là, et les développer et d'en faire des politiques publiques, il peut dire que la CAQ, le parti, est un parti qui a une conscience environnementale. Ça peut nourrir un narratif qui manquait jusqu'à présent à François Legault. Ça, je trouve ça très intéressant. Je suis d'accord que leur commission jeunesse, là, ça n'a pas nécessairement le poids qu'a eu certaines commissions jeunesse dans d'autres partis politiques. C'est pas un parti qui a ces racines-là d'une commission jeunesse forte et qui a pu porter certains éléments. Tu sais, par exemple, pense Parti libéral du Québec, c'est eux qui ont proposé le Fonds des générations. C'est devenu une politique publique, mais c'est la commission jeunesse du Parti libéral qui l'a faite. On n'est pas encore rendu là et il faut pas s'attendre à ce qu'on soit là. C'est pas la même historique de parti. Tant mieux pour eux s'ils veulent pousser cette idée-là. Finalement, il va falloir que les ministres soient à l'écoute, comprennent qu'il y a une volonté de leur parti de prendre un certain virage vert. Et si c'est juste ça que ça se fait, c'est déjà ça de gagner. Chez les solidaires, ben là, on s'active pour la course pour être co-porte-parole féminine du parti. Puis Christine Labrie, qui est sur les rangs d'ailleurs, elle s'est dit prête à être aspirante premier ministre. Qu'est-ce que ça veut dire pour Gabriel Nadeau-Dubois pour la suite des choses, Marc-André? Ben moi, je pense que M. Nadeau-Dubois il est en danger là, en termes d'aspirant au premier ministre, parce que dans l'entrevue que Mme Labrie a accordée à la presse, elle souffle le chaud puis le froid en même temps. Elle dit, je suis prête à être aspirante première ministre, puis je suis prête à être là, puis à jouer un rôle, mais je suis prête également à être aux côtés dans l'autobus de M. Nadeau-Dubois. Moi, j'ai comme l'impression là, que ce soit Mme Gazal, Mme Lessard-Terrien ou Mme Labrie, je pense qu'il va y avoir un mouvement très, très fort là, pour que la co-porte-parole soit l'aspirante première ministre. On va dire à M. Nadeau-Dubois, tu as eu ta chance en 2022, c'est terminé. Maintenant, ça prend la nouvelle co-porte-parole. Et d'entendre Mme Labrie nous dire qu'elle est prête pour être aspirante première ministre, là, j'ai comme l'impression que GND est en danger. Là.
Ben, moi, je lis une critique envers GND directement et ouvertement. Parce que moi, quand je lis la phrase « Assurément, je veux prendre plus de place que ce qui avait été accordé à la co-porte-parole qui n'était pas chef parlementaire dans les dernières années », explique Christine Labrie pour résumer sa flèche, pensée. là. Ben, c'est plus qu'une flèche, là. C'est un bazooka qui dit, tu n'as pas donné assez de place. Moi, je vais pas demander l'autorisation. Moi, je vais la prendre, la place. Puis je suis prête à première ministre parce que c'est pas vrai que toi, tu vas rester toujours les deux mains sur le volant. Moi, je risque de prendre le volant assez vite. Gabriel Nadeau-Dubois, je pense qu'il doit y avoir une petite grogne. Ça pour moi, là, c'est comme un symptôme de ce que la grogne post-électorale, là, est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a mal fait, est-ce qu'il a mené correctement la stratégie, il l'a pas bien fait. Puis il y a certaines candidates qui risquent de jouer là-dedans. Là. Mais parce que, tu sais, Québec solidaire avait de grandes aspirations lors de la dernière campagne électorale. Finalement, c'est resté quand même assez marginal, localisé à certains endroits. Là, dans Jean Talon, il y a eu cette guerre interne, à savoir, on veut-tu un homme, on veut une femme? Non, on veut une femme. Finalement, les militants choisissent un homme. Là, on est en train de marcher un peu sur la peinture dans Jean Talon. J'ai l'impression qu'on va se retrouver peut-être un peu dans la même situation, Marc-André, avec le co-porte-parole et la course à venir. Oui, effectivement. Puis, au-delà de la campagne, ce que je trouve qui est difficile pour M. Nadeau-Dubois, c'est d'expliquer. Ils ont gagné une élection partielle, là. Ils ont gagné le comté de Dominique Andelade, là. Je veux dire, c'est un gain, t'es plus 1. Puis après ça, au niveau national, mais au niveau national, ça n'a pas changé. Comment ça, le Québec solidaire, comment ça, M. Nadeau-Dubois, ils n'ont pas réussi à profiter? Normalement, tu fais un gain dans une circonscription que tu n'as pas. Il aurait dû avoir un élan. Il n'y en a pas. Et moi, je pense que c'est là-dessus que certains militants et probablement la nouvelle co-porte-parole va jouer et dire, regardez, là, on a gagné une circonscription avec M. Nadeau-Dubois, puis on est encore à 15 %. C'est le temps qu'on change. Là. Moi, je pense que M. Nadeau-Dubois, là, c'est ça le danger devant lui, puis peut-être les carottes sont cuites. Là. Moi, j'ai hâte de voir la stratégie en période de questions, qui va avoir les droits de parole, là, comment ça va être distribué, tout ça, avec un Gabriel Nadeau-Dubois, là, puis des aspirantes candidates, comment Émilie Le Sartérien va, est-ce qu'elle va s'attaquer à un Gabriel Nadeau-Dubois et son leadership de la même manière que l'a fait Christine Labrie? Qui aurait cru qu'une campagne au co-porte-parole là, de Québec solidaire pouvait être intéressante? Écoute, moi, parti, le Québec solidaire devient comme un vieux parti. Des chicanes à l'interne aussi. Là, on n'avait jamais vu ça avant. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. On se retrouve lors d'un prochain épisode. Bye-bye.